quelques instants encore et nous commencerons ce soir un débat sur l'extrême droite en France. Vous savez que les mouvements d'extrême droite ressurgissent un peu partout en Europe. Qu'en est-il en France? C'est ce dont nous débattrons ce soir. Je vous présente très rapidement quelques-uns de mes invités. Monsieur Briand, président du CNI, Madame Robert-Hue, présidente de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Le Guen du Parti socialiste qui vient de créer un comité de vigilance contre l'extrême droite. Et puis de l'autre côté, ces acteurs de l'extrême droite, en tout cas un qui se trouve autour de cette table, les autres qui sont derrière, Monsieur Cornillo, président du PNFE. Et puis, au milieu de cela, le Front National. Quelle est la place du Front National dans ce thème? Eh bien, c'est ce que nous essaierons de définir tout à l'heure avec nos invités et avec Monsieur Hollin du Front National, qui est également notre invité ce soir. C'est tout de suite après la publicité. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons voulu ce soir organiser un débat sur le thème de l'extrême droite. Vous savez qu'à travers toute l'Europe, que ce soit en Allemagne, en Autriche ou encore dimanche dernier en Belgique ou encore dans les pays de l'Est même, il y a une résurgence de l'extrême droite. Alors quid de la France? Des images comme celles que nous allons vous montrer tout de suite, qui ont été filmées en Allemagne ces dernières semaines, ne sont plus, vous le savez, des images exceptionnelles. Celles-ci ont été filmées à Berlin, d'autres dans d'autres grandes villes d'Allemagne, anciennement de l'Est ou de l'Ouest, aujourd'hui donc réunifiées. Des images qui sont devenues malheureusement, non pas banales, mais disons régulières, et qui montrent la résurgence de ces mouvements, groupuscules, comme vous le voudrez, néo-nazis ou carrément nazis, et qui aujourd'hui revendiquent leur place sur l'échiquier politique européen. Alors la question que nous nous posons ce soir, bien évidemment, c'est quelle est la situation en France? La situation en France est particulière dans la mesure où il existe un parti de droite nationaliste, c'est ainsi que se présente le Front National. Ses adversaires disent qu'il est un des partis de l'extrême droite, nous en débattrons ce soir. En tout cas, dans un premier temps, il y a un document que je voudrais vous faire écouter plus que voir, parce qu'il s'agit d'un enregistrement qui a eu lieu à Paris dans 3, 4 librairies qui, j'allais dire tout à fait naturellement, sans que ce soit sous le manteau, distribuent une littérature que l'on peut considérer soit comme folklorique, soit destinée à quelques nostalgiques, ou bien que l'on peut considérer comme très inquiétante. Écoutez ces conversations enregistrées dans Paris, dans 3 librairies qui se font le commerce de cette littérature d'extrême droite raciste. Il va vraiment être interdit, l'ordre SS, là, de l'Église. Je sais pas, je peux pas savoir. Ça peut être d'un instant à l'autre. Ça fait un mois que je dis ça. C'est à ce point-là? Il peut l'être. Bah, pour regarder l'article, enfin le livre. Hein, il coûte combien? C'est totalement interdit, je veux dire. Vous trouvez les écrits révisionnistes, comment peut-on faire? Bah, c'est ici, ils sont ici, voilà, les écrits révisionnistes. Vous avez les publications de la vieille taupe, les annales d'histoire révisionniste, la revue d'histoire révisionniste, enfin il y a tout ici. On peut les trouver facilement, ces ouvrages? Alors, moi je suis abonné. Avant ils étaient diffusés par la NLPP, et puis il y a eu une loi sur la presse interdisant qu'elles soient vendues aux mineurs et exposées. C'est pour ça qu'on les met dans un meuble et qu'elles ne sont pas sur des étagères. Je cherche Mein Kampf. Vous avez Mein Kampf? Vous l'avez pas dans une plus belle édition? Ah non. J'en ai une. Moi, j'en connais pas dans cette édition en français. En français, une alors, en allemand, ancienne. on en avait, mais ça fait partie de, comment dirais-je, du marché d'occasion, ça. Des livres anciens, des livres d'occasion, on peut en trouver. C'est pas facile. On peut en trouver à des prix encore raisonnables, aux environs de 500-600 francs. C'est l'édition qu'on offrait aux jeunes mariés. Oui. Avec quelquefois une dédicace du Burgmeister. C'est du toilé bleu en général, frappé or. Le seul qui édite Mein Kampf depuis 40 et quelques années, c'est les frères Sordo, là, nouvelles éditions latines, et puis sous ce machin-là. C'est l'édition complète, non expurgée. D'accord. Avec un avertissement au lecteur sous forme d'un extrait d'un jugement, et comme ça, c'est parfaitement légal et tout. Ça coûte 195 francs.
Voilà, alors Monsieur Le Guen, vous venez de créer au sein du Parti Socialiste un comité de vigilance contre l'extrême droite. Je voudrais vous montrer, et vous allez me dire si vous considérez que c'est anecdotique ou si c'est grave, les livres que nous avons pu acheter dans ce, j'allais dire tout simplement, dans cette librairie. Les peuples blancs survivront-ils? Nous autres racistes? Théorie du racisme, hein, les annales d'histoire révisionniste, l'ordre SS, ou encore la race. C'est encore un autre livre traduit de l'allemand. Et puis, il n'y a pas que ça dans ce type d'endroit. Il y a aussi tout ce qu'on peut trouver, alors là c'est peut-être plus folklorique, mais en tout cas ça existe. On y a trouvé, voilà je les mets en vrac, des insignes comme cela, ou encore des pins, dernière mode si l'on peut dire, des pins avec la croix gammée, ou encore, peut-y trouver d'autres choses comme ça, ou comme Mussolini, en petite figurine, ou Adolf Hitler, ou encore un presse-papier comme celui-ci. Voilà. Voilà. En gros, ce que nous avons pu trouver, j'allais dire, librement en vente, Monsieur Le Guen. Oui, vous me demandez si c'est folklorique, je ne crois pas que ce soit le mot qui convienne. Que ce soit marginal ou plus grave et plus important, on en débattra dans la soirée. Ce que je veux dire, c'est que c'est parfaitement odieux et tout à fait scandaleux. Et je crois que ça traduit, au-delà de conceptions politiques, à mon avis, condamnables, ça traduit une morbidité tout à fait lourde de signification pour ceux qui ont un peu le sens de la mémoire et peut-être qui sont attachés à une certaine vision des valeurs de l'homme. Madame Robert-Hioux, vous êtes ici en tant que présidente de la Ligue des droits de l'homme. On a montré ces documents. J'ai dit qu'on pouvait les considérer comme folkloriques, pouvant intéresser quelques nostalgiques, ou est-ce que vous les considérez comme très graves? Non, ils ont valeur de symbole. Hein. Ils intéressent des nostalgiques, ils ont valeur de symbole, mais comme vous savez, la Ligue des droits de l'homme ne demande pas l'interdiction des livres. Nous sommes même relativement d'accord pour que l'on édite Mein Kampf, à condition, traduction française, à condition que Mein Kampf soit précédé d'une préface substantielle qui permette au lecteur de comprendre sur quoi ont débouché les théories de Mein Kampf et la mise en œuvre de Mein Kampf. C'est une position de la Ligue tout à fait solide. Il nous est arrivé de poursuivre pour des phrases ou pour des passages qui relevaient vraiment de ce que l'on peut imaginer le plus odieux. Je me souviens que nous avons fait condamner, nos avocats ont fait condamner non sans plaisir, à dire la vérité, M. Guyénet pour avoir écrit que l'argent n'a pas d'odeur mais que les Juifs en ont une. Ce jour-là, nous étions vraiment ravis de l'avoir fait condamner. Cela tombait sous le coup de la loi contre le racisme, de la loi de 1972, mais nous ne sommes pas pour sanctionner les livres qui sont mis en vente dans une société libre qui est la société française. Encore faut-il savoir ce qu'on lit, encore faut-il fournir les éléments qui permettent au lecteur éventuel de savoir, de comprendre et par conséquent de savoir, ou plutôt de savoir et par conséquent de comprendre. Alors, Monsieur Cornillo, vous êtes président du PNFE. Nous avons voulu ce soir faire un débat sur l'extrême droite. Il y a eu un peu polémique avant ce débat. Doit-on le faire, pas le faire? Nous avons choisi de ne pas faire la politique de l'autruche et de dire cette chose-là n'existe pas. Elle existe, vous existez. Donc, nous vous avons invité. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce premier document que nous avons passé. Est-ce que vous considérez que... Alors là, on a pris l'exemple de librairies parisiennes, mais il y en a aussi à Nantes, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, on aurait pu les choisir ailleurs. Est-ce que cette littérature, pour vous, elle est aussi nostalgique que cela? Non, le terme de nostalgique ne convient pas du tout, à mon avis. Mais j'aimerais d'abord faire deux remarques liminaires, si vous le permettez. Tout d'abord, je ne me reconnais absolument pas dans l'étiquette extrême droite qui nous est distribuée par le régime et reprise en chœur par tous les médias. D'abord parce que nos positions... Alors donnez-nous votre étiquette et comme ça on Nous sommes verra des après. nationalistes. Et quand des gens se disent communistes ou socialistes, eh bien on dit ce sont les communistes, ce sont les socialistes. C'est-à-dire que vous êtes comme le Front National, un parti de droite nationaliste. Non, nous ne nous reconnaissons pas dans la droite. La droite et la gauche, pour nous, sont les deux faces d'un même régime. Bon. C'est une division artificielle qui remonte à la Révolution française. Et pendant des siècles, les Français ont ignoré qu'il pouvait y avoir une droite et une gauche. Ça ne sert qu'à diviser les Français. Bon, alors, M. Cornillo, revenons à la question. Je ne me reconnais pas dans l'extrême droite. Et deuxième remarque que j'aimerais faire, et cela à l'intention des téléspectateurs qui l'ignorent peut-être, on nous donne toujours un exemple, la grande démocratie américaine, en nous présentant que les aspects, disons, les plus scabreux, le métissage, la société multiraciale, en évitant de nous parler du premier amendement de la Constitution américaine. J'abrège, hein, le Congrès s'interdit de légiférer pour limiter le droit d'expression écrit ou parlé. Bien.
En France, c'est différent. Quand un nationaliste participe à un débat, c'est exactement comme un boxeur qui monterait sur un ring avec une main liée dans le dos. Il faut savoir qu'en France, pour tout ce qui touche aux problèmes raciaux en particulier, évidemment tout ce qui touche à l'immigration, il y a 2 lois. La première loi, ce que nous appelons des lois scélérates. Oui. La loi, vous êtes en train de nous expliquer que vous n'allez pas pouvoir dire ce soir ce que vous avez envie de dire. Très exactement, puisque la fameuse loi dite antiraciste, n'est-ce pas, qui remonte à 72, la loi dite Pleven, du nom du garde des Sceaux de l'époque, et ensuite la loi Fabius-Guessot, adoptée le 13 juillet de l'année dernière. Ne vous inquiétez pas de ça, Monsieur Cornillot, on est capable de comprendre entre les lignes, donc c'est pas ça le problème le plus grave. Non, mais les téléspectateurs, souvent, vous m'avez toujours pas répondu, j'espère qu'on va avancer comme ça dans le débat. Maintenant, répondez directement aux questions qu'on se pose, parce que ça permet de... Bon, nostalgique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nostalgique, sans doute, en ce qui concerne l'Allemagne, par exemple, il y a certainement des nostalgiques du régime national-socialiste. On peut les comprendre aujourd'hui, en voyant ce qui se passe dans l'Allemagne actuelle, car la jeunesse allemande, au moment du régime national-socialiste, puisque ça, c'est tout de suite, le débat déjà est sur le national-socialisme, à ma connaissance, sous le régime national-socialiste, il n'y avait pas de mort par surdose, il n'y avait pas tous les tarés qu'on voit aujourd'hui en Allemagne qui meurent dans les rues, on le voit dans les magazines. Ça va être délicat, j'ai l'impression. Pornographiques, il n'y avait pas tout ça. Je voudrais vous demander simplement... les assassins d'enfants, je vous le signale, étaient décapités à la hache. On va mettre les choses tout de suite. Hitler était décapité à la hache, si je comprends bien. Oui, non, mais attendez, on va mettre les choses au point tout de suite, Monsieur Cornillot. Je voudrais qu'on fasse un débat. Alors, on ne fait pas de discours, on essaye de faire un débat. Vous me posez une question. Moi, je vous avais posé une question sur la librairie. Alors oui, on en est loin. Bon, alors j'en viens à la librairie. Ah bah quand même. Bon, je m'étonne de voir des gens qui parlent des droits de l'homme, et M. Le Guen est sans doute un partisan convaincu de la liberté d'expression, n'est-ce pas, mais dire déjà que pour certains livres, il faudrait une mise en garde. Alors je pense que les droits de l'homme, vous allez demander une mise en garde pour toutes les élucubrations des Marx, Engels, Lénine et compagnie, parce que c'est pas 50 millions de morts, c'est peut-être 150 millions de morts qu'ils ont causé. Vous avez demandé une mise en garde de la LICRA pour Das Kapital? Je ne m'occupe pas de la LICRA, je n'ai pas demandé de mise en garde. La Ligue des droits de l'homme, vous avez parlé de Mein Kampf. Je n'ai pas demandé de mise en garde. Je ne suis pas disposé à le faire, et Hitler a été l'organe où des millions d'Allemands ont appris à massacrer directement des millions d'êtres humains, des millions de juifs parce que juifs, des millions de tziganes parce que c'était un débat sur ce que vous appelez l'extrême droite française. On est déjà arrivé à l'Allemagne il y a 80 ans. On va rester là pour l'instant parce que j'espère qu'on va s'améliorer au fil des minutes. Monsieur Hollande, est-ce que vous vous sentez concerné? Vous représentez ici le Front National, parce qu'on vient de voir à l'instant. Je représente ici le Front National, qui est un parti légal. Nous sommes un parti qui n'est pas d'extrême droite, nous sommes la droite nationale et populaire. Et je pense que si nous venons autour de cette table discuter du Front National, après le film que nous venons de... Oui, mais d'accord, mais vous ne l'avez pas fait exprès, mais il est quand même passé... Non, c'est pas qu'on l'a pas fait exprès, on ne parle pas du film. Il est quand même passé avant cette présentation et tout. Moi, je vais vous lire un petit papier. Non, je vais vous répondre. Le fonds de commerce de Le Pen s'alimente de la gangrène du chômage, de la pauvreté, de la précarité, de l'échec scolaire et des cités ghettos. Alors parlons de ça, si on veut régler les problèmes de la France, et non pas d'Adolf Hitler dont tout le monde se fout 40 ou 50 ans après. Vous comprenez, c'est ça le problème, il n'est pas ailleurs. Si vous voulez, on va quand même parler. Et nous ne représentons rien de tout ça, ni ces élucubrations, ni Adolf Hitler, ni rien. On verra ça tout à l'heure, monsieur Hollande. On verra ça tout à l'heure. Alors, je voudrais vous montrer un document, ça va pas être facile, mais on va essayer de s'y tenir. Je voudrais quand même vous montrer un document pour commencer. Vous savez que quand on parle de l'extrême droite en France, on a l'habitude de montrer le mouvement skinhead. C'est un petit peu la face émergée de l'iceberg. On aime bien montrer ce mouvement parce qu'il est, je dirais, médiatique, parce qu'il se plaît à être filmé, dit-on, en tout cas. On va regarder l'extrait d'un document qui est déjà passé dans Envoyé spécial. C'était il y a quelques mois de cela, et qui montre un groupe de skinheads de la région lilloise. Et vous allez les écouter directement. Là, on les écoute. Ça fait 34-5 ans que je suis skin. Mais il me fait chier, J'aime pas les Arabes. Ils savent. Tu n'es pas arabe, toi? Non, je suis français. Je peut-être pas la peau, mais j'ai la tête. Tu es pour le white power, alors? À fond, les maghrébins, je les aime bien, je les encule. C'est pas de problème. T'as déjà fait des ratonnades, oui? Je dis rien là-dessus. Tu peux un peu expliquer les idées nous, on essaye de comprendre. Les idées, c'est pour moi, enfin pas moi, hein. C'est pour l'Europe blanche, sans les communistes, les juifs, les arabes.
Les noirs, tout ça. On trouve ça drôle. Tu te trouves à côté de Ouais, mais lui, c'est pas un arabe. Il y a des Français qui disent que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Pour ça, franchement, pour croire ça, faut être bête. Moi, je sais qu'il y en a eu, bah, c'est bien. Franchement, il y en a eu, hein. C'est bien, ils ont trouvé un moyen efficace. Efficace? Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, efficace. C'est-à-dire? Ouais, ils ont tous été liquidés, là, au moins. C'était vraiment bien, parce que le fusil et tout ça, on est de la place. Les corps, tout ça. Là, brûlés, ils étaient gazés, brûlés, puis ça y est, on n'en parlait plus. C'était un match de football. Quand je faisais un peu de judo, avant que je sois viré, j'ai pris un mec, j'ai fait une prise, j'ai fait une planchette japonaise, j'ai fait passer au-dessus de la tribune. Moi, je croyais qu'il était dans le mur en béton, mais j'ai fait trop haut, il est tombé directement 3 mètres en dessous de la tribune. Ben, tous les vertèbres cassés, je croyais qu'il était handicapé à vie. Moi, je me suis farci, je fais c'est pas moi, je suis pas frappé, je vais pas frapper. J'ai accusé de tout ça, mais ils n'avaient pas de preuves. Vu qu'on était au moins une cinquantaine avec le crâne rasé, vous ne pouvez pas m'accuser. Monsieur le directeur du club de Lille, préparez vos civières, il va y avoir de la casse. Nous viendrons nombreux et armés, morts aux Lillois. Ça, c'est un homme, un vrai de vrai. Et ça veut dire quoi, white power? Pouvoir blanc, pouvoir pour les blancs. Comme en Afrique du Sud? Mieux, non, l'Afrique du Sud, c'est une démocratie. C'est une démocratie. Ouais, vous êtes contre la démocratie? Non, elle prend un état totalitaire. Dans quel genre? Ça te rappelle rien, il y a quelques dizaines d'années. Il y a 40 ans. Voilà. Parmi nos invités, il y a un homme qui se trouve au premier rang qui s'appelle Batskin. Il est le représentant d'une des mouvances skinhead. Batskin, je vous voyais regarder ça d'un air satisfait. Est-ce que cette image de violence, de haine, que vous renvoient ces images, est-ce qu'elles vous satisfont? Est-ce que vous y retrouvez? Non, moi je vois le côté humoristique. Mais oui, enfin... Non, moi je voulais d'abord revenir sur un point, sur les figurines. Je n'ai jamais vu de figurines tuées, je n'ai jamais vu de pins tués, j'ai vu le socialisme tué. J'ai vu par exemple le Parti socialiste et ses gouvernants massacrer des hémophiles pour leur argent, j'ai vu des fausses factures, j'ai vu des soldats envoyés au Golfe au nom des droits de l'homme et massacrer d'autres hommes en Irak, tout ça au nom des droits de l'homme. Ça pour moi c'est un danger et c'est présent, c'est pas le passé, c'est pas les souvenirs ne tuent pas. Le présent tue, le gain tue. Ok. Bon, ça, il vous répondra après. Batskin, simplement, sur l'image, quand vous regardez comme ça l'image que vous renvoie votre propre mouvance. Non, c'est pas ma mouvance. D'abord, il n'y a pas d'hommes d'origine maghrébine parmi nous. Nous sommes tous d'origine européenne, comme tout le mouvement skinhead. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, cet homme-là, ainsi que d'autres, ont été interviewés par les médias qui se chargent bien de les abreuver d'alcool pendant des heures. Au bout de 50 litres de bière, je suis tout à fait sûr que vos propos philosophiques ne seraient pas les mêmes. C'est tout, voilà. Bon, donc c'est pas la vérité? Non, c'est une exagération due à l'alcool. Ouais. Pourtant, voilà, il a pas l'air... Ils sont jeunes, à 17 ans, 5 litres de bière fait son effet. Franchement, il n'a pas l'air ivre, le type qui parle. Parce qu'il tient bien l'alcool. Hein? Bon, alors dites-nous en 2 mots votre vérité à vous, par rapport à ça, par exemple. Est-ce que vous êtes contre tout ce qu'il a dit, par exemple? Disons, la haine des Juifs, la haine des Arabes, la violence pour la violence. Non, dites-nous, puisque vous êtes... Non, bon, la violence est un moyen d'action. Tous les révolutionnaires à travers l'histoire ont été violents. Les socialistes, je crois, se revendiquent héritiers de 89. Je me souviens que la prise de la Bastille s'est soldée par la tête du gouverneur au bout d'un pic. Je suis héritier des sans-culottes, parce que je suis français et héritier du peuple. Je suis un sans-culotte parisien. Je suis un skinhead français. Voilà aussi, pour moi c'est ça. Les Celtes, toute l'histoire française s'est faite dans la violence. Toute l'histoire de l'humanité s'est faite dans la violence. La révolution même russe s'est faite dans la violence. Toutes les révolutions, on n'y peut rien, on ne fait avancer les choses que par ça. C'est la première chose. Oui, ensuite, pour en venir à la démocratie, moi personnellement je suis démocrate. Exactement, en tant que skinhead, je suis un fervent démocrate de démocratesse, le pouvoir au peuple. Je ne vais pas être contre moi-même ni contre mon peuple. C'est une aberration.
C'est déjà la première chose. Mais je n'ai pas la même définition de la démocratie que ces gens-là qui se font élire à coups de milliards, qui se font élire par des magouilles et par des découpages électoraux. Je n'ai rien à voir avec cette démocratie-là, je n'ai rien à voir avec le Parti socialiste. Je n'ai rien à voir avec ces libéraux et ces capitalistes. La démocratie version skinhead, c'est quoi la démocratie version skinhead? C'est quoi, le pouvoir au peuple? Oui, bien sûr, au prolétariat? On pourrait... Pas au prolétariat, le peuple est une entité, le peuple est entier. C'est quand même un État fort, je veux dire, c'est quelque chose comme ça, non? De toute manière, une démocratie, elle peut être forte, le problème n'est pas là. Je voulais simplement, par exemple, pour citer, on aurait pu avoir des références sur 93 et sur les lois de la Constitution de 93. Voilà, ça oui, un droit de sanction, toutes ces choses-là, oui. Voilà, c'est ça dont on veut parler, nous, en tant que skinhead. Bon, on peut vous répondre. Oh non, mais enfin, en 93, les étrangers en France sont considérés comme des Français. En 93, un Américain qui s'appelle Tom Paine, un Hollandais qui s'appelle Anacharsis Cloot ont le droit de citoyenneté. En 93, nous ne sommes pas dans la situation que vous venez de caractériser. En 93, la France entre dans une époque démocratique de son histoire. Bon, alors, vous permettez un instant, mais je peux répondre 30 secondes. Oui, 30 secondes, allez-y. Bon, il faut voir une chose, c'est que bon, la patrie en danger, le mot nation, la Marseillaise, tout ça, c'est cette époque-là, à quelques années près, c'est ça, c'est nous. C'est pas le socialisme libéral, c'est pas toutes ces tendances-là, c'est nous les héritiers. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Nous sommes les héritiers de 93, nous sommes les héritiés de 89, ils sont héritiers de beaucoup de bourgeois. Vous venez de dire, Monsieur Petit, président du PNF, le Parti nationaliste français. Oui, enfin, surtout le journal. Rédacteur en chef de Mitterrand. Vous venez, madame, de proférer une contre-vérité historique absolue, j'ai le regret de vous le dire. Allons bon. Décret du 21 mars 1793, paru dans le Moniteur du 23 mars de la même année. Tout étranger, c'était sa portée sur le contrôle des étrangers, tout étranger qui aura refusé ou négligé de faire sa déclaration devant le comité de la commune ou de la section sur laquelle il résidera, sera tenu de sortir de la commune sous les 24 heures et sous 8 jours du territoire de la République. Tous ceux qui n'en seraient pas sortis dans le délai fixé seront condamnés à 10 ans de fer. Tout étranger saisi dans une émeute et qui serait convaincu de l'avoir provoqué ou entretenu par voie d'argent ou de conseil sera puni de mort. Sous la République, mars 1793. Alors n'avez pas dû dire, madame, que les étrangers étaient chez eux en France en 1793. Ils étaient chez eux à condition de se tenir tranquilles. En 92, monsieur, aux élections qui ont lieu à la Convention, 2 députés sont élus qui sont tous les 2 des étrangers. Et que ensuite... dans le cadre de la guerre qui commence, les modes de surveillance s'exercent à l'égard des étrangers. Attendez, on est loin du compte, là. On est quand même pas avec je voudrais bien parler de 1992. Vous savez, la Révolution française. Alors, malgré tout, parlons d'aujourd'hui. Alors, monsieur... Éventuellement, 1791, la citoyenneté des Juifs. Pierre Milzard. Moi, je voudrais poser 2 questions. Une à monsieur Collignot. Monsieur Collignot, je vais vous demander si vous respectez les lois de la République. Les lois dont vous avez fait état tout à l'heure ont été votées par un Parlement. Êtes-vous pour ou contre le régime parlementaire? Ah oui, je suis contre. Ah, parfait. Donc vous reconnaissez la validité de ces lois? Non, mais je ne peux pas faire autrement. Ah, bah vous ne pouvez pas faire autrement. Bien évidemment. Vous les remettez quand même en question. Ah bah oui, parce absolument. Que nous ne nous reconnaissons pas dans la démocratie, nous n'avons jamais prétendu. Alors ça, c'était ma première question. Ma deuxième question va à M. Hollande. D'abord, M. Hollande, je suis désolé, mais Hitler, moi, ça m'intéresse. Je ne m'en fous pas d'Hitler. Je suis comme vous, d'une génération où Hitler, on se souvient. Oui, mais vous étiez où? Moi, j'étais dans la résistance à 15 ans. Vous avez devant vous un des plus jeunes résistants de France. Moi, j'ai été cité pour mon action envers la jeunesse musulmane en Algérie. Et mes jeunes, dont je m'occupe en tant que président du Cercle national du combattant, qui dépend du Front national, mes jeunes, les voilà. Voyez les alors j'ai une question à vous poser. Alors, une question à vous poser. Alors, attendez, laissez poser la question. Oui, monsieur, je pense que vous êtes ici pour marquer votre distance vis-à-vis d'un certain nombre de partis d'extrême droite. Je suis ici pour représenter le Front National. Est-ce que, je pose la même question qu'à monsieur Collignot, vous reconnaissez les lois de la République, vous reconnaissez les lois de la République, ou est-ce que vous aussi, vous contestez ces lois de 1972? Nous respectons les lois de la République puisque notre mouvement s'est toujours présenté loyalement aux élections. Mais M. Maigret, dans ses 50 propositions que j'ai lues, parce que depuis quelques jours, on dit que nous ne lisons pas les 50 propositions, j'ai lu les 50 propositions de M. Maigret sur l'immigration, j'y lis, c'est l'une de ses propositions, elle vise à l'abrogation des lois Pleven et Gassot,
n'est-ce pas, ayant pour objet de restituer la liberté d'opinion, de recherche et d'expression. Je mets l'accent sur le langage codé. Oui. Liberté de recherche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'allusion très nette au révisionnisme, au négationnisme. La recherche sur les 6 millions de morts. Ça n'est pas obligatoirement. C'est quand même les 50 propositions de M. Maigret. C'est votre parti. Les historiens normaux passent leur vie à réviser l'histoire. Réviser l'histoire, certainement, mais pas la nier. En 14, on nous a raconté que les Hulans avaient coupé les mains des petites filles. Personne n'a jamais trouvé. Nous révisons l'histoire tous les jours. Nous ne la nions pas. On va arrêter. On va mais je répète, pardon. Vous venez donc de nier le génocide. Je ne nie pas le génocide. Je vais vous répondre. Je vais vous dire, cher monsieur, vous appartenez au mouvement de monsieur Cambadélis. C'est bien ça. Parti socialiste. Oui, mais vous êtes avec monsieur Cambadélis. Alors, quelques dizaines de milliers. je ne sais pas ce que racontent les gens. C'est atterrant, aberrant. Mais moi, je vais vous dire ce que dit M. Cambadélis. Si Le Pen arrive au pouvoir, on assistera à la guerre d'une Serbie française contre une Croatie maghrébine. Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce que c'est normal d'écrire des choses absurdes comme ça dans ce pays? Est-ce que c'est ça qui va régler le problème du chômage et de l'immigration? Et donc, c'est reconnaître qu'il y aura dans ce pays une Croatie maghrébine. Je pense, monsieur Hollande, que si vous voulez qu'on parle tout de suite du Front National, on peut en parler. Eh bien, nous sommes là pour ça. Mais absolument, monsieur Hollande. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Je pense que vous êtes effectivement un danger pour notre société. Je pense que vous êtes un parti politique qui, effectivement, qui fait appel à la violence dans la société. À la haine raciale, monsieur Hollande. Vous pouvez dire et à la violence tout court, monsieur Hollande. Je peux vous dire quelque chose. À 40 ans, un adulte est mûr. Il prend ses responsabilités. On voit son caractère. Alors, je vais vous dire, moi, j'avais 16 ans au lycée Louis-le-Grand, le 2 mai 69. Quand vous êtes arrivé avec votre groupuscule. Je vous demande d'arrêter. Je m'attendais à ça. Je vous demande d'arrêter immédiatement. Je vous fais poursuivre. Je n'étais pas au lycée. Vous m'avez vu? Oui, monsieur Hollande. Vous dites devant la caméra que vous m'avez vu au lycée Louis-le-Grand. Je n'étais pas au lycée Louis-le-Grand. Je n'étais pas au lycée Louis-le-Grand. Et un jeune lycéen a eu la main arrachée grâce à votre commando. Ça, c'était la première expérience politique que j'ai eue de ma vie. Voilà ce que vous êtes, c'était les amis de monsieur Longuet. C'était pas les amis de Roger Hollande. C'était les amis de monsieur Longuet. Et je vous dis, pour votre gouverne, je vous poursuivrai. Je n'étais pas au lycée Louis-le-Grand, mais la République est avec votre ami Maliarakis. Je n'étais pas au lycée. Avec votre ami Maliarakis, qui est adhérent du Front National. Je n'ai jamais été inculpé pour cette affaire. Je n'étais pas au lycée Louis-le-Grand. Il faut faire comme moi, venir avec des documents irréfutables. Mais vous racontez comme M. Cambadélis, vous racontez n'importe. Vous m'avez vu? Oui, monsieur. Alors, on est bien tout le monde est témoin, la France entière est témoin. Voilà. Vous m'avez vu? Eh bien, on en parlera devant les tribunaux. Absolument. Bon, on s'arrête là sur ça. Non, on s'arrête là. Attendez, on s'arrête là. On ne peut raconter n'importe quoi. Voilà, c'est ça l'histoire que vous écrivez sur le Front National. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quel charlot, n'importe quel charlatan, n'importe quel saltimbanque peut raconter n'importe quoi. Et monsieur pour cette affaire. J'ai été inquiété, mais je n'étais pas là. Ça prouve que la justice, par moment, a des trous. Monsieur Hollande, s'il vous plaît, vous réglerez ça devant les tribunaux. Ok, l'affaire est réglée. On reviendra après sur liaison ou pas du Front National, etc. Moi, je voudrais connaître une chose, parce qu'on a parlé de la violence telle que le représente le mouvement Skinhead. Moi, je voudrais savoir, en dehors de cette violence, et là, je m'adresse à un journaliste qui connaît bien ces problèmes-là, Serge Faubert de l'événement du jeudi, je veux dire, quelle est, en dehors de la violence, et comme la violence est présente, on a le sentiment que cette violence, elle est développée par un nombre assez grand. Mais finalement, est-ce que ce mouvement d'extrême droite, tel qu'on le représente, avec ses différents groupuscules, groupes, sous-groupes, scissionnistes, c'est vrai qu'on fait beaucoup de scissions dans l'extrême droite, est-ce que c'est quelque chose qui, en nombre, représente quelque chose de très important? Non, je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Le parti de M. Cornillo, c'est son heure de gloire ce soir, hein, et c'est 40 militants. 40 militants fichés par la police, 40 militants identifiés. M. Cornillo ne peut pas éternuer sans que le ministre de l'Intérieur soit immédiatement au courant. Je veux dire, sa marge de manœuvre est quand même assez limitée. Le PNF, c'est un parti groupusculaire qui se contente essentiellement de réunions. Les skins, oui, ça c'est un mouvement réel. Mais les skins ont un réel problème, et je pense que Batskin pourra vous le dire lui-même, c'est que ça fait à peu près 5 ans qu'il essaye de structurer ce mouvement en mouvement politique et qu'il n'y arrive pas. Parce que c'est un mouvement par essence de rébellion individuelle. Il a essayé de le transformer en mouvement politique, ça a été un échec. Et je crois qu'effectivement, on le voit bien, les skins aujourd'hui, soit ils sont en tôle pour les plus violents, et pour les autres, ils ont pris un petit peu de distance, et puis on vieillit, puis il faut travailler, puis il faut s'insérer dans la société. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur les stades, c'est vrai, mais
il n'y a pas quand même la grande marée skinhead à laquelle on pouvait s'attendre. Alors je crois que tout le problème de ces groupuscules, c'est qu'aujourd'hui le Front National leur grignote leur espace politique et que la surenchère à laquelle ils se livrent, M. Cornillo en est le meilleur exemple, c'est justement pour arriver à exister à côté du Front National. Parce qu'il y a aujourd'hui des groupes qui se rallient au Front National. Je pense à l'œuvre française de M. Sidos, qui aujourd'hui est plus que fiancé avec le Front National. Je pense à M. Jean-Gilles Magarakis et son mouvement, qui aujourd'hui est en train d'intégrer le Front National. Et puis je dirais, le Front National aussi est très accueillant. M. Olindre, par exemple. En 1985, lui, il dit « je n'ai rien à voir avec les skins, avec M. Cornillo, etc. » Mais M. Olindre, en 1985, dans son château, à Neuvy-Barangeon, était en train d'entraîner les skinheads et essayer de les transformer. Vous m'avez attaqué en justice, vous avez perdu votre procès, monsieur. Vous avez perdu votre procès et je réitère cette affirmation. Et si vous voulez aller devant les tribunaux avec moi, nous y retournerons. Écoutez des spécialistes qui ne sont spécialistes de rien. Vous avez tenté d'embrigader les skinheads. Ça s'est très mal passé parce que vous n'êtes pas arrivé à les faire marcher au pas. Voilà ce qui s'est passé. Le Front National a toujours ouvert ses bras aux skinheads à condition de raser le minimum de discipline. Mais monsieur Bilalian, nous sommes là pour dire la vérité. Ce monsieur ne dit pas la vérité. Mais écoutez, vous m'avez attaqué, vous avez perdu. C'est ça, voilà, mes jeunes, c'est ça. Ça ne sont pas des skinheads. Les skinheads font ce qu'ils veulent. Nous, au Front National, Daniel Bilalian, puisque je voudrais poser maintenant, je voudrais juste poser une question à M. Olindre. C'est le château qui appartient à Jean Bedel-Bokassa, qui est mon ami. Et ce qu'on reproche à Jean Bedel-Bokassa, c'est aussi vrai que le reportage sur Timisoara et tout le reste. Vous comprenez? Bokassa était officier de l'armée française. Monsieur Olindre, pourriez-vous vous calmer, mais pour les 5 minutes. Des tortionnaires, peut-être beaucoup de On va s'arrêter là parce que sinon M. Olindre va entamer ce soir une série de procès. Ça va être terrible. Il y en a déjà deux, c'est sûr et certain. Ce monsieur n'est jamais venu dans la cour. Ce monsieur n'a jamais venu dans l'ancien séminaire. Et ce monsieur ne m'a jamais vu au lycée Saint-Louis où je n'étais pas. Alors laissez-moi parler. Arrêtons avec ça. Je garde ma question en réserve. Je garde ma question en réserve. Je voudrais répondre à monsieur au sujet des 50 propositions. Des 50 propositions de monsieur Maigret, où on reviendra sur la question. On reviendra peut-être sur la question. Les 50 propositions de monsieur Maigret, en voilà une partie. C'est la séance du 17 novembre 1931. C'est le Front Populaire ou à peu près. Ah, pas tout. C'est Félix Bain, Brossard, Jules Moch, Ramadier, Roger Salengro, Léon Blum, Vincent Auriol. Je vais relire pour madame qui croit qu'il y a quelqu'un d'intelligent autour de cette table. Proposition de loi tendant à réglementer l'emploi de la manœuvre étrangère pendant la durée de la crise économique, présentée par M. Paul Ramadier. Roger Salengro, ça vous dit quelque chose? Il n'était pas du Front National. Léon Blum, Vincent Auriol, Paul Faure, Félix Bain, Jules Mox et Alexandre Varenne. Et les autres propositions sortent de 1938 de l'Assemblée élue par le Front Populaire, par M. Galadier. L'équivalent de celle-ci. Attendez. Moi, je voudrais simplement dire, Monsieur Olindre, vous reprochez tout à l'heure aux autres de revenir trop longtemps dans l'histoire, en arrière. On va pas retourner, nous, en 1930. D'abord, c'est le problème des 50 on a mis. Attendez, je par 31, vers bientôt aller à Vichy. Je vais finir sur l'extrême droite. Je vais en finir avec la question que je voulais poser. On s'interroge sur, on dit d'un côté vous êtes groupusculaire, ça l'est de l'avis des gens qui vous sont opposés. Monsieur Cornillo, quand on dit que vous êtes une quarantaine de pelés, excusez-moi de l'expression, mais est-ce que c'est ça? Non, je le dis en toute... Récemment, nous avons été filmés par TF1. Récemment, on a été filmés par TF1, on nous a posé la même question. On a à peu près 1 millier d'adhérents maintenant, mais avec beaucoup moins, qui cotisent. Et je ne sais pas ce qui fait de M. Faubert un spécialiste de l'extrême droite. Monsieur Cornillo, je vais vous répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. Je vous l'ai déjà dit, cette étiquette-là, moi, je la refuse. Il y a quelques années, lors de votre congrès, vous avez demandé à un photographe de presse de prendre en photo vos camarades nationalistes en uniforme. Et il y avait effectivement toute la formation du PNFE en uniforme. Vous parlez du Corbier.
Oui. C'était uniquement des congressistes. Ah ben oui, c'était des congressistes. Bah oui. C'était des congressistes. Bah oui, il y avait à peu près des milliers de gens sûrement derrière. Je vous en prie. Bon, alors, monsieur Cornillo dit un Vous n'êtes pas un spécialiste, vous êtes là, vous, pour faire votre désinformation de gauche. Mais si, c'est tout. Vous n'êtes pas un spécialiste du mouvement. Je crois que si on veut s'informer sur le PNFE, c'est peut-être à moi qu'il faudrait demander. D'abord, je vous laisse puisqu'on souvent parlait de la demander. violence, Je vous laisse souvent il est demander. bon ton de parler de la violence de l'extrême droite. Moi, je vais vous parler d'une violence qui a lieu tous les jours en ce moment. Et le pouvoir socialiste ne fait rien pour la contrer. Celle-là, c'est la violence des banlieues. C'est tous les crimes commis par la pègre immigrée, tous les jours, en France. Le plus récent, je vais vous citer le plus récent, celui de monsieur, que la presse a appelé Vincent Kerr. Vous ne saviez pas, vous qui êtes si bien renseigné, que son vrai nom, c'est Noureddin Kerrara? Vous ne le saviez pas, ça? Aucun journal n'en a parlé. C'est quand même bizarre. Vous faites un travail de désinformation, les journalistes, en ne citant pas. Alors, on essaye de répondre aux questions. Baskin, vous, on a dit votre mouvement, il est plus nombreux. C'est quoi la mouvance au niveau français, grosso modo? Au niveau français, on peut pas le cibler parce que comme sur ce point il a raison, c'est un mouvement de masse. On peut pas le cibler. Il n'a pas une formation de parti politique comme les autres. Mais il faut voir une chose. C'est là où il a tort. C'est la première chose, c'est c'est un mouvement d'étape. C'est pas un mouvement en fin. Si on structure, c'est pour l'avenir. C'est absolument pas pour faire des skinheads de 70 ans. On fait des militants nationalistes pour toujours. Alors on est skinhead d'un temps et après on grandit. On évolue, on mûrit. C'est la première chose. Ça va historiquement avec ce que faisaient les anciens Celtes. On entre au Front National à ce moment-là. Mais le problème n'est pas là. Non, mais je posais la question. Le problème n'est pas de rentrer au Front National ou pas. Le problème n'est pas là. On mûrit, on peut devenir de droite nationale, on peut devenir autre chose. Le problème n'est pas là. Aussi, il y a un autre problème. Moi, en 85, j'étais skinhead. Si jamais Monsieur Hollande avait contacté des skins pour en faire des groupes d'action dans son château, j'aurais été mis au courant. Je n'ai jamais été mis au courant. C'est simple. C'est un mensonge honteux. On aurait même entendu des potins, vous savez, dans les mouvements de jeunes. Ce que c'est, dans un café, ça se répète. Même pas. C'est la première chose. Déjà, c'est le premier mensonge. Ensuite, notre mouvement n'est pas seulement national, mais il est international, européen et occidental. Nous, on est de l'Oural jusqu'à Brest, on est des centaines de milliers. C'est simple. On n'a rien à voir avec les groupes musculaires. On va arrêter de dialoguer sur l'importance. Chacun s'est fait son opinion sur l'importance effective de ce que vous représentez. Je voudrais vous proposer maintenant un deuxième document, si vous le voulez bien. Alors, on a vu tout à l'heure, j'allais dire, la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire cette violence skin qui s'affiche avec les mots. C'est-à-dire on dit qu'on n'aime pas les juifs, on dit qu'on n'aime pas les arabes. Et puis, on est allé filmer, vous nous avez permis de filmer une de vos sections, Monsieur Cornillo, du PNFE. Un groupe, pas une section. Bon, un groupe, d'accord, comme vous voulez, un groupe du PNFE, du Parti nationaliste des Français européens. C'est à Caen que le document a été tourné et je voudrais qu'on le regarde ensemble et ensuite je vous ferai tout de suite une réflexion. Je voudrais qu'on regarde ce reportage tourné par Frédéric Crottage. Éric a 28 ans, étudiant à la fac d'anglais de Caen, il est issu d'une famille modeste. Son adhésion au Parti nationaliste français et européen remonte à 5 ans. Régulièrement, il retrouve ses camarades, comme il les appelle, pour une réunion de travail. Rendez-vous chez Vincent, victime le matin même, nous a-t-il dit, d'une perquisition policière. Nous espérions mettre à jour une personnalité, connaître ses motivations. Nous n'avons entendu que des leçons bien apprises. Ce qui m'a poussé à adhérer au PNFE, en fait, comme beaucoup de militants nationalistes, j'imagine, c'est parce que j'avais un idéal que je partage avec mes camarades et que je voulais tenter, je voulais tout faire pour le mettre en application. Ah, c'est quoi cet idéal ? Cet idéal, c'est celui d'une France et d'une Europe plus juste, plus grande, plus forte, blanche bien entendu. C'est un combat quotidien contre la démocratie parlementaire, bien sûr, contre l'immigration. Ce que nous souhaitons à terme, c'est l'instauration d'un régime nationaliste, fort, hiérarchisé, et dont le personnel politique sera recruté par la sélection et sur le mérite, sur les capacités réelles. Un pouvoir qui sera animé par un chef. Chez nous, le principe du chef est très important. Celui-ci a l'autorité totale, mais en contrepartie, une responsabilité totale, contrairement au régime démocratique où personne n'est responsable de rien. Alors pourquoi militer dans un groupuscule et pas dans un parti type Front National ? Notre président a coutume de dire le Front National, c'est comme le Canada Dry, ça a la couleur du nationalisme, ça ressemble du nationalisme, mais ce n'est pas du nationalisme. Pour résumer, ce qui nous sépare vraiment du Front National, en fin de compte, c'est d'une part que celui-ci ne rejette pas le système démocratique parlementaire.
Il veut simplement le modifier, tandis que nous voulons un véritable bouleversement, un changement de régime. Et d'autre part, c'est la conception du citoyen français. Pour le Front National et français, toute personne qui possède des papiers français. Donc pour nous, il est bien évident que c'est largement insuffisant. Un Français est avant tout et obligatoirement un membre de notre communauté de sang. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes antisémite? Alors là, c'est un autre problème. Il faut savoir, et ça j'insiste bien là-dessus, qu'il y a en France des lois scélérates, la loi Pleven de 72 et la loi Guesso de juillet 90, qui restreignent la liberté d'expression, notamment sur ce point, et qui font de la France le dernier État stalinien d'Europe avec l'Albanie. Il est impossible en France de parler librement de certains sujets, dont celui-ci. Je ne peux donc pas vous répondre. Vous êtes antisémite? Au quotidien, comment vous essayez d'appliquer cette théorie dans vos rapports avec les autres personnes? En développant une propagande de tous les instants, enfin partout et à chaque fois que c'est possible. Essayer de faire partager mon idéal à un nombre croissant de gens. Et croyez-moi, lorsqu'on présente aux gens nos idées, donc sans le voile déformant des médias, quand on leur apporte, on leur dit voilà, quelles sont nos propositions, on rencontre une sympathie croissante, et notamment chez les jeunes, qui sont dégoûtés par cette société qui ne leur propose plus rien, plus d'idéal. Bien, alors en regardant ce reportage, on peut être amené à penser finalement que c'est le... Je vais vous faire bondir, Monsieur Cornillo, mais c'est le même dialogue, le même discours que tout à l'heure, mais en plus responsable, donc en plus inquiétant. Là, il n'y a pas de folklore, il n'y a pas d'excès, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Alors... Le même discours que tout à l'heure, vous faites référence à quel discours? Au discours des skinheads. Ah oui, mais ça c'est une caricature. Non, je vous pose la question. Je ne vois pas très bien le rapport. Les autres, je ne sais pas s'ils ont été payés pour ça, je ne sais pas. Non, personne n'a été payé. Bon, enfin, comme disait M. Batskin tout à l'heure, ils avaient certainement bu de la bière ou je ne sais pas quoi. De toute façon, ils n'ont rien à voir avec les gens du PNFE. Je ne connais pas ces gens-là. Moi, vous avez entendu. Non, moi je vous dis, on a l'impression d'entendre en plus... Alors, qu'est-ce qui vous inquiète dans les propos d'Éric Saucé? Je ne sais pas ce qui vous inquiète. Monsieur Briand, président du CNI. Moi, je voudrais vous dire que vous donnez à des gens qui ne respectent pas les règles de la démocratie, et qui ont l'honnêteté d'ailleurs de le dire tout à fait clairement, vous leur donnez les capacités d'expression qu'offre la démocratie. Je ne suis pas persuadé que ce soit suffisant pour les conduire à respecter nos valeurs. Donc, de ce point de vue, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne démarche. Maintenant, je crois que, comme monsieur de l'événement du jeudi, il est sain de ramener les choses à leur juste proportion. Je ne sais pas si les représentants de ce parti politique sont 40 ou 60 ou 80 ou davantage, mais en tout état de cause, c'est un parti marginal, c'est une formation marginale, ainsi que les formations dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'extrême droite en France, chacun reconnaîtra que ce n'est pas grand-chose et que cela ne constitue pas aujourd'hui un danger. Jean-Marie Le Pen, en 1974, candidat de l'extrême droite, faisait 0,6% des voix. Alors, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de faire l'amalgame entre ces formations marginales et le Front National. Je ne voudrais pas être l'avocat de cette formation. Roger Olindre a un talent que je n'ai pas pour cela. Mais en revanche, je crois que diaboliser cette formation politique, c'est ce qu'on essaie de faire en faisant l'amalgame entre des gens qui vous disent, par leur silence, qu'ils sont antisémites, qu'ils sont racistes. C'est les diaboliser. C'est diaboliser le Front National que de prétendre que tous ces gens-là se ressemblent et s'assemblent. Et je crois que la diabolisation du Front National, on s'y essaie à droite et à gauche, malheureusement, depuis 10 ans. Sans aucun succès, ou tout au moins avec le succès que l'on connaît, c'est-à-dire une formation politique qui s'affirme, qui se pérennise, qui se renforce. Or, deux constats, et je termine là, deux constats, deux responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité de la gauche, qui a sinon inventé le Front National, au moins qui a tout le moins l'instrumentalise depuis 1983. Et on le sait bien, il l'instrumentalise. Et le Front National est un instrument aux mains des socialistes depuis 10 ans maintenant pour diviser l'opposition. Et ils y arrivent très habilement. Mais je ne voudrais pas laisser croire en disant cela que la droite traditionnelle, telle qu'on la connaît, n'a aucune responsabilité dans la montée du Front National. Pas du tout. Les responsabilités de la droite, de la vieille droite, comme on dit au Front National, à certains égards avec raison, les responsabilités de cette droite-là sont également importantes. Car nous n'avons pas su
garder nos valeurs. Nous n'avons pas su affirmer nos traditions. Alors attendez, on va y venir. Alors un mot, Monsieur Le Guen et Madame Robert. Oui, ensuite, d'accord. Je crois qu'il faut maintenant aborder dans notre débat les choses qui nous importent le plus, c'est de savoir, de mesurer et de qualifier l'extrême droite dans notre pays. 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, la mémoire s'estompe et les interdits se lèvent. Ce qui est vrai au plan géographique l'est aussi au niveau des idées. C'est-à-dire des idées qui ont été condamnées parce qu'elles avaient mené notre pays à des drames absolument abominables, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien 50 ans après, je dirais que ces idées retrouvent droit d'expression et une certaine audience dans notre pays. Car on va débattre et sans doute... Ceux ont entre eux des divisions et des points de doctrine qui les séparent et surtout des inimitiés qui sont certaines. Mais la nature, pour moi, elle est strictement identique et on le sait bien. Entre certains qui, par leur marginalité, je dirais, donnent un petit peu dans la provocation et ceux qui, au contraire, parce qu'ils veulent faire œuvre d'efficacité, font œuvre surtout de dissimulation sur leur réalité, je crois que c'est le même corps, qu'il soit liquide ou solide. C'est la même nature qui s'exprime d'une façon différente. Il y a donc un danger, politique et les éléments les plus caricaturaux, excusez-moi monsieur, ne sont pas forcément les plus dangereux. Ce qui compte dans notre pays, ce ne sont pas tellement les activistes, ce ne sont pas ceux qui posent des bombes ou font des ratonnades, même si les crimes sont absolument odieux pour les individus. Mais ce qui pèse sur notre société aujourd'hui, ce qui pèse d'ailleurs pour partie en Europe, c'est la montée du national-populisme représenté par le Front National, sa présence potentielle au plan électoral, ses ramifications et les connivences qu'il trouve ici et là à droite. Ceci est un élément dangereux pour notre société si on ne comprend pas que nous en sommes revenus 50 ans après à la réapparition d'une extrême droite qui a des racines dans notre pays, qui a été toujours présente et active dans les heures les plus noires de notre histoire. Pour reprendre simplement ce siècle, la guerre de 14 où nous allions, comme tout à l'heure monsieur parlait des jeunesses allemandes qui devaient être tout à fait joyeuses d'aller se faire massacrer après avoir massacré effectivement éventuellement quelques civils ou quelques autres jeunes Européens. Ils devaient être heureux, et ils devaient être heureux effectivement de crier Viva la muerte pour aller se faire tuer. Je dis simplement que parlez-nous de l'immigration que vous encouragez en France par tous les moyens. Les valeurs de haine, de violence. Mais les valeurs de haine, le refus. C'est très dur. Il y a une chose qui est très dure. Si vous permettez, je vais conclure. Oui, concluez, parce que c'est très dur de rester en 91. Doucement à la démocratie. Voilà, démocratie, je vais vous dire ce que vous Bon, attendez, je sais que évidemment vous n'êtes pas favorable, mais simplement, je dirais que le refus de l'autre qui anime, quelles que soient vos divergences de programme, ce qui est à l'origine de l'essence de votre pensée politique, c'est le refus de l'autre. Ce refus de l'autre, effectivement, il est porteur en soi de violence, de haine et d'exclusion. Qu'il s'agisse de groupuscules ou du Front National, les valeurs sont identiques et malheureusement les résultats politiques le seront. Le régime que vous représentez est essentiellement un régime hypocrite. Parce que moi, je vais vous donner une déclaration du président Mitterrand. 10 octobre, à Montpellier, le 12e congrès national de la presse française. Voici ce que M. Mitterrand a eu le front de déclarer sans rire. Aujourd'hui, a-t-il dit, le résultat est là. Pour la première fois, la presse écrite, mais aussi audiovisuelle, est indépendante du pouvoir politique, sans réserve, sans restriction et sans exception. C'est un des acquis les plus importants, les plus irréfutables des 10 dernières années. La liberté d'expression est désormais totale. Eh bien, je dis que M. Mitterrand est un menteur, un fiefé menteur. Là, on est parti. Parce que je peux vous citer de nombreuses revues qui ont revenir au débat. On revient aujourd'hui à madame et à vous. Non, attendez, je vais vous tous demander une chose. Je vais demander quelque chose. Non, mais ces gens-là nous parlent de liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Vous avez interdit de tribune nationaliste, vous avez interdit le soleil, vous avez interdit les annales d'histoire révolutionnaire. Je vous en prie. Non, simplement, madame. que vous me repassiez la parole une minute. S'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on revienne en 91 parce que simplement pour revenir en 91. Dit, chacun veut faire un discours et ne pas écouter l'autre. 1991. Bien, Monsieur Hollande, vous écoutez. Simplement pour dire que je suis moins inquiète au niveau des individus, au niveau du groupuscule, au niveau des hommes,
qu'au niveau des idées qui circulent. Et je dois reconnaître que de même que les hommes circulent entre des groupuscules et un mouvement d'une toute autre ampleur qui s'appelle le Front National, les trajectoires de chacun d'entre vous ont passé par des portes différentes. Bon, de même, les idées circulent, et elles circulent très au-delà de cette mouvance qualifiée d'extrême droite. Tout à l'heure, j'ai entendu employer l'expression de communauté de sang. Pourquoi pas l'expression de droit du sang? Communauté du sang est dans la bouche de M. Cornillo, droit du sang est dans la plume. Droit du sang est sur notre droit du sang, droit du sang, droit du sang est dans les formulations employées M. Le Pen, ou plutôt M. Maigret, lors du dernier colloque. Droit du sang, excusez-moi, ça concerne 96% des Français. Excusez-moi, le droit de tous les pays musulmans et d'Israël. Excusez-moi, je ne suis pas en Israël, je ne suis pas dans un pays musulman, je suis en France. Et dans ce pays, le droit du sol a dominé toute notre histoire. Les allusions à la communauté, j'aimerais terminer. Les allusions à la communauté du sang ne sont dans aucune tradition française, même pas dans celle de Vichy. Elles sont dans la tradition nazie, et purement et simplement. Et elles sont étrangères, même aux pires époques de notre histoire, même aux pires époques de notre histoire. Et c'est ainsi que le racisme nationaliste se colore très rarement en France de racisme ouvertement biologique, se réclamant ouvertement du droit du sang et de la communauté du sang. Et c'est pourtant devant ces formulations que nous sommes aujourd'hui employés à la limite aussi bien par M. Cornillo, par M. Hollande, par M. Maigret et éventuellement par M. Giscard d'Estaing. Alors, M. Hollande, une seconde, M. Hollande, si vous voulez, je vais essayer. Trois mots simplement pour dire que... Trois mots. Pour dire que sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, madame, l'extrême droite, le Front National, ça n'existait pas en France. Oui. Je suis désolé. Le Front National trouve sa réalité électorale à partir, même si ça dérange, le Front National trouve sa réalité électorale à partir de 1983, sous la présidence des socialistes. Il faudrait probablement se demander pourquoi. Chaque fois qu'on parle, attendez, la difficulté avec... S'il vous plaît, la difficulté avec vous tous, c'est que chaque fois qu'on part sur un sujet précis, je vous lance sur un sujet, vous partez sur un autre. On part à des problèmes de politique intérieure quand on entend parler du langage du Front National ou de l'extrême droite. Le débat au Front National, puisque le thème de cette discussion ce soir, c'est la relève. Oui. La relève. S'il y a une relève qui est faite à droite, elle sera faite par nous. Qu'on le veuille ou non. Oui, mais monsieur, vous avez raison, mais nous sommes des gens sérieux. À l'heure où nous parlons ici, des centaines, des milliers de militants collent dans toute la France des affiches qu'ils ont payées. Que ça plaise ou pas, ils payent les affiches qui collent. Nous avons des militants, plus personne n'en a. Je vais ramener le débat au Front National, puisque la question est là. On nous dit que nous roulons pour monsieur Mitterrand. Si M. Mitterrand est au pouvoir, c'est grâce à M. Chirac et au RPR. Voici la lettre qui a été routée à 1 million d'exemplaires sur les fichiers du RPR, aux frais des socialistes. C'est une lettre de Philippe Deschartes. C'est en toute sécurité, en toute confiance dans l'avenir que je vous demande de voter le 10 mai contre M. Giscard d'Estaing. C'est la condition du renouveau de notre pays. M. Mitterrand est au pouvoir aujourd'hui grâce à M. Chirac et avec ses amis. Monsieur Hollande, le problème n'est pas là. La question posée, je vais la faire reposer, par exemple, par Maître Quentin, qui représente ici la LICRA. La question posée, c'est est-ce que dans les théories de l'extrême droite, sur les problèmes de race, sur les problèmes de primauté à la race blanche en Europe et en France, est-ce que, d'après vous, Maître Quentin, est-ce que le Front National, c'est une version plus soft du discours de l'extrême droite? Voilà. Ça me paraît tout à fait évident. Et puisque vous voulez... arriver à parler de ce dont nous voulons parler. Puisque vous voulez que nous restions en 91, on va précisément parler de 91. Nous étions, M. Cornillo et moi, il y a quelques semaines, devant la cour d'assises de Nice, pour des raisons différentes. Parce que le parti, le PNFE, était... des membres du PNFE étaient poursuivis pour avoir posé des bombes dans des foyers Sonacotra, bombes qui ont fait un mort. Ces gens qui étaient poursuivis et qui ont été condamnés par la cour d'assises de Nice étaient tous passés, à un moment ou à un autre,
par le Front National. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Voilà, alors, voilà exactement ce que probablement le Front National appelle être la liberté de parole. Laissez finir, monsieur Quentin. Ça consiste systématiquement à interrompre celui qui est en train de parler quand il dit quelque chose de gênant. Mais monsieur Bernard, alors, ne vient pas du Front National, il était élu sur une liste RPR. En 1972, il était fait partie du RPR. Mais laissez-moi de côté. Ah non, non, non. Si vous le voulez. Bon, alors, monsieur Maître Quentin, est-ce que je peux éventuellement terminer? Finissez. Est-ce que je peux éventuellement terminer? Oui, attendez, laissez-le finir parce que sinon ça n'a ni queue ni tête. Je voudrais dire simplement ceci, que pendant l'instruction de cette affaire, on a arrêté un certain nombre de policiers appartenant au PNFE et qui appartenaient également à une fédération professionnelle indépendante de la police. À cette époque-là, nous sommes à l'automne 89. Le président de la Fédération professionnelle indépendante de la police dénonce dans un éditorial la mise en cause de ces hommes. Et au dos de ce document, on trouve une petite carte sous en-tête Jean-Marie Le Pen, qui s'adresse donc à la FPIP, dont un certain nombre sont en prison pour avoir participé à la pose de bombes. C'est faux ce que vous dites. Forme des vœux sincères. Remis en liberté. Eh ben voilà, on continue avec la liberté d'expression vu non, du mais vous côté. mentez, monsieur, quand vous dites qu'ils ont été mis en prison pour avoir posé des bombes. Vous mentez. Ils étaient bien soupçonnés de ça, non? Ils étaient soupçonnés. En tant qu'avocat, vous êtes un drôle d'avocat. Vous aussi, d'ailleurs. Soupçonnés, c'est pas coupable. Vous aussi, d'ailleurs. Ils ont eu un... Mais moi, j'ai eu un non-lieu. Alors, non, mais on j'ai peut eu un non-lieu confirmé en cours de cassation, et vous le savez très bien. Oui, ça je le sais, mais je sais aussi ce que vous avez déclaré. Et Jean-Marie Le Pen forme ses vœux, donc sincères, pour que la confiance des policiers nationaux se porte sur les candidats de la FPIP, dont un certain nombre sont en prison. Et Monsieur Cornillo, pour terminer... Dont un certain nombre sont en prison. Oui, Monsieur Le Pen, à ce moment-là... dit, portez allez à la FPIP, dont un certain nombre de gens sont en prison. Non, sont en prison injustement. Ils ont été, et puisqu'on parlait de cette cour d'assises, puisqu'on parlait de cette cour d'assises où des bombes ont été posées par des gens de Monsieur Cornillo, celui-ci est interrogé et il va déclarer que le PNFE, et lui par voie de conséquence, ne peut pas plaindre les victimes étrangères par définition. Déclaré ça, ça figurait dans Excusez-moi, c'est une déposition. Je vous ai posé la question devant la cour d'assises et vous l'avez réitérée, monsieur. Ah non, j'ai rien réitéré. Je termine, si vous permettez. Le PNFE ne peut pas plaindre les victimes qui, si elles étaient restées dans leur pays au lieu d'être à notre charge, n'auraient pas été touchées. Dernier point. Ça, je ne l'ai jamais déclaré. Ce n'est pas le PNFE qui va prendre le pouvoir demain, c'est le Front National. Alors parlons du Front National. Mais ça, c'est de la... Alors précisément, je dis qu'il y a, et Batskin ne m'a pas contredit tout à l'heure, d'ailleurs. C'est vrai qu'on vieillit un peu, qu'on prend de la bouteille, et qu'à ce moment-là, eh bien, on s'insère ailleurs. Alors peut-être est-ce qu'on se rapproche du PNFE, voire du Front National, mais il y a, dans ce mouvement politique, une frange... Parlez du Front National. Du Front National, bien sûr, qui est un mouvement politique, incontestablement. Une frange qui est composée, légale, une frange qui est composée de gens qui viennent d'Esquine, qui viennent du PNFE, qui viennent des partis néo-nazis. Et il y a, dans les idées du Front National, une partie qui, elle, est inadmissible dans notre démocratie, parce que c'est précisément la partie de l'exclusion, la partie de la haine de l'autre, la partie du racisme, et c'est bien pour ça que le Front National, Monsieur Olindre, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, que le Front National a été condamné un nombre très important de fois par les tribunaux pour incitation et provocation à la haine et à la violence raciale. Vous aussi d'ailleurs, Monsieur Cornillo, j'ai ici le jugement. Qu'est-ce que c'est le racisme? Monsieur Poty, vous intervenez. Écoutez, moi il y a une chose qui me surprend. Bon, on nous accuse, globalement, que ce soit Cornillo... Je répète que vous êtes de la revue militante du Parti national. Que ce soit Cornillo, que ce soit Olindre en tant que Front National, n'importe. Bon, on nous accuse globalement de haine, de rejet, de violence. Mais nous ne haïssons personne. Notre position, elle est toute simple. Nous considérons qu'il y a suffisamment de place sur cette planète pour que chaque peuple ait un espace pour se développer et vivre selon son génie propre et développer sa personnalité. Les mélanges n'ont jamais réussi. Prenez l'exemple des États-Unis.
Les Noirs et les Blancs sont arrivés à quelques années près en même temps. Depuis 4 siècles, il y a un problème noir aux États-Unis et on n'en voit pas la fin. Madame disait tout à l'heure, le droit du sol en France, mais évidemment, le droit du sol était le droit français tant qu'il ne naissait en France que des Français ou que des Européens. En revanche, je ne suis pas un obsédé du XVIIIe siècle et je ne suis pas obsédé non plus, madame, par le désir de vous contredire, mais en 1778, le roi Louis XVI, en son conseil, a pris un arrêt, n'est-ce pas, reconduit, par lequel il interdisait l'entrée des Noirs, mulâtres et autres gens de couleur sur le territoire du royaume, par lequel il ordonnait l'expulsion des dits aux îles et par lequel il interdisait les mariages interraciaux. Alors n'allez pas me parler du droit du sol. Mais quant à nous, mais nous n'avons aucune haine, madame. Nous n'avons aucune haine pour personne. Reconnaître que les gens sont différents, considérer qu'ils sont différents, ça ne veut pas dire que nous souhaitons leur destruction. Par exemple, souhaiter la destruction de quelqu'un d'une ethnie, ça c'est profondément condamnable et nous le condamnons avec la plus grande fermeté et avec la plus grande détermination. Attendez, ça n'est pas parce que les gens sont différents que nous voulons les détruire. Enfin, économiquement, la gauche les exploite politiquement. Nous, on ne veut exploiter personne. Monsieur Le Guen, je voudrais montrer quelques documents. Quand vous dites nous ne haïssons personne, je veux dire, quand dans vos organes, comme la revue Militant, par exemple, hein, vous nous parlez du droit du ventre, du sang des peuples, ou encore du droit du quoi du ventre. Où est-ce qu'on a parlé du droit du ventre? Le sang des peuples, etc. Oui, la tribune nationaliste, ça c'est votre organe, monsieur. Oui, attendez un instant, monsieur Le Guen. Il personne, il pose des bombes. Attendez. Nous posons des bombes. Nous avons posé des bombes. Attendez. Je veux simplement dire... Attention à ce que vous dites, monsieur. Où et quand avons-nous posé des bombes? S'il vous plaît. Et qui a posé des bombes? C'est leur méthode. Alors que vous avez empoisonné des milliers d'hémophiles. Attendez. Vous avez participé à une opération génocidaire contre le peuple irakien au début de l'année. Vous avez été les chiens qui chantent l'Amérique de M. Bush. Vous n'avez pas le droit de donner à qui que ce soit. Vous êtes empêtrés dans les magouilles financières, dans les saloperies en tout genre. Vous avez perdu, M. Le Guen, le droit de donner des leçons aux autres. Ne me dites non, monsieur Petit. Alors, et donneur de leçons, comme nous commençons à en avoir par-dessus la tête. Attendez, monsieur, un instant, s'il vous plaît. Moi, je voudrais questionner monsieur Milza. Oui, s'il vous plaît, monsieur Milza. Monsieur Milza. Monsieur, je suis resté une heure sans rien dire. Oui. Alors vous êtes bien rattrapé. Effectivement, pour une fois où j'ai la parole ici à la télévision, j'en profite, monsieur. Voilà. Vous profitez. C'est pendant 50 ans sans rien. J'en profite. Monsieur, en 44, j'avais 14 ans en 44. Une seconde. Une seconde. On est des partis, vous les faites avec des anciens SS, vous. D'anciens combattants d'une guerre que vous n'avez pas fait. Est-ce que, Pierre Milza, c'est à l'historien que je m'adresse? Alors là, c'est à l'historien que je m'adresse. Est-ce que, pardon, un instant, est-ce que finalement, on n'arrive pas à s'entendre depuis le début? On est bien d'accord? Permettez, monsieur Petit, je dis, on n'arrive pas, attendez, on n'arrive pas à s'entendre depuis le début. Mais est-ce que finalement, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'est pas en plein dans le débat et pas à côté? Parce que c'est la question que je me suis en train de poser. On n'arrive pas à s'entendre. On se comprend pas, on comprend pas ce qu'on se dit. On comprend pas parce que tout est un problème de langage. Vous permettez? Attendez, laissez monsieur. Moi, je comprends pas ce qu'il se dit. Tout est un problème de langage et il est clair que depuis une vingtaine d'années, le langage de l'extrême droite, pour des raisons tactiques, est un langage codé. La recette a été donnée dès 62 par Dominique Vénère dans Europe Action. Avançons à visage couvert. Ne nous laissons pas aller à trop de violence. Il y a une stratégie de l'extrême droite, des extrêmes droites, y compris une stratégie qui consiste à laisser faire par les uns un certain nombre de sales besognes que ne veulent pas faire les autres. Eh bien, vous m'en apprenez des choses. Il y a toute une série de langages codés. Le vôtre, par exemple. Le droit à la différence, le développement parallèle, c'est le langage de l'Afrique du Sud, c'est le racisme à l'état pur, c'est le racisme à l'état pur, c'est le racisme à l'état pur dans un pays d'état de droit où il y a la loi de 1962. Nous sommes bien d'accord. Monsieur Bilalian, moi, il y a quand même des règles. Si on est là pour hurler les uns sur les autres, mais je suis désolé, moi je ne tiens pas à ce que les gens hurlent, les gens hurlent. Non, mais écoutez, bon, alors, monsieur Le Guen, allez-y. Allez-y. Parler, ils sont racistes. Allez, monsieur Hollande. Non, mais monsieur, ce qui me fait peur, monsieur Hollande, c'est que les choses à dire, vous les avez préparées d'avance.
alors qu'on est en train de débattre. C'est ça qui me gêne un pourquoi peu. eux ne les ont pas préparés? Moi, j'ai des choses oui, très, non, mais attendez, très importantes. on n'est pas à dire. venu ici pour chacun faire son discours. On Je est suis venu ici moi, pour pour essayer. représenter le Front National. Ça, j'ai bien compris, c'est la 10e fois que vous me le Des répétez. gens qui défendent leur fonds de commerce. Monsieur Le Guen, C'est le vôtre que je suis en train de défendre. Mais C'est non, votre c'est journal votre que j'ai fonds de acheté cet commerce. après-midi. Monsieur aussi parle. Bon, de votre son langage fonds de codé, commerce. je l'ai là, Mais vous votre ne parlez langage pas codé. du Front National. Votre antisémitisme, c'est dire Madame Sinclair et Schwartz. Ça, c'est votre manière de faire de l'antisémitisme. J'ai envie de... Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire son nom? Monsieur Le Guen. Mais parce que c'est vous qui avancez à visage découvert. Pourquoi est-ce que vous trafiquez les noms? Monsieur Milza. Ah, monsieur, je ne trafique rien. Non, pas je le trafique vôtre. rien. Non, Personnellement, je ne trafique pas mon nom. trafic de noms. Je ne trafique pas mon nom. Laissez parler. Mais je ne dénonce pas dans un journal un certain nombre de personnes avec la mention celui-là est juif, celui-là est juif. Car j'ai une mémoire, monsieur Collignon. C'est comme ça que ça se faisait en 1938. C'était ça, je suis partout. Et le racisme, monsieur Collignon, c'est pas seulement dire on met à mort les juifs, c'est tenir un langage qui va préparer la mise à mort des juifs. Et vous le savez très bien. Mais oui, c'est le passé. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez ça à la bouche, le racisme. Alors, Et le racisme anti-blanc, vous connaissez celui-là? Celui que vous pratiquez systématiquement? Contre votre amour de la démocratie, monsieur Collignon, vous n'avez pas désavoué tout à l'heure ce monsieur qui est contre le régime. Non, bien sûr. Monsieur Le Guen, une seconde, et après, je voudrais le contraire. Allez-y, écoutez. Allez, monsieur Le Guen, allez-y. Oui, je crois que le problème de savoir si nos différents interlocuteurs sont racistes, je crois que en fait tous nos téléspectateurs ont une idée relativement claire sur la question. Le problème est de savoir non pas la manière dont ils se cachent. Donnez-nous votre définition du racisme d'abord. Le problème n'est pas de la manière dont ils se cachent, mais de savoir exactement quelle est la nature des idées qu'ils avancent. Moi, je voudrais dire des choses parce que parfois on dit des choses notamment sur notre pays. Je crois que l'extrême droite en France a été très longtemps une dominante fasciste et pas nazie. C'est-à-dire que le racisme était relativement éloigné de ses préoccupations. Et c'est une importation, si j'ose dire, tout à fait allemande, parce qu'on peut parler effectivement d'une communauté culturelle allemande. Et moi, je m'appelle Jean-Marie Le Guen. Avouez que je suis un bon français, hein, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Bien, il se trouve que j'appartiens donc par mon père à une race plutôt, dirons-nous, celte. Mais il se trouve que je suis basque par ailleurs. Pourtant, par les deux cas, je suis français. C'est-à-dire que la race française, c'est vraiment quelque chose qui n'existe absolument pas au plan historique. Il n'y a jamais eu... Notre pays, c'est le pays de l'intégration de différentes cultures, de différents langages, de différentes origines. Et de ce point de vue, cette conception est complètement étrangère à notre idéal et à la société française. Elle est évidemment complètement tournée vers le passé, vers des mythes qui sont complètement faux. Notre société française, et c'est en ça d'ailleurs que les propositions de M. Maigret sont tout à fait à la fois scandaleuses et tout à fait évocatrices. Lorsqu'on revient sur les naturalisations de 1974, on essaye effectivement de désigner du doigt des gens qui ne seraient pas français par rapport à d'autres. Mais moi j'aimerais savoir en quoi M. Le Pen est français par rapport à un languedocien ou un provençal, puisqu'il prétend se présenter dans cette région-là. Il ne l'est pas plus, il ne l'est pas plus. La France, et notamment depuis 1789, est une république où la citoyenneté et la nation est donnée par des droits politiques. Le problème, il n'est pas de tenir si vous voulez bien, monsieur Le Guen. Il est donné par des droits politiques. Bon, alors, il est on va essayer important. Attendez. Vous avez expliqué ce que vous vouliez expliquer. Le problème, c'est pas de tenir l'antenne le plus longtemps, parce que moi, sinon, je la rends l'antenne. Si j'y arrive pas, je la rends, j'ai aucun scrupule. Attendez. Bon, simplement. Attendez, monsieur Hollande, ça me paraît important qu'il réponde. Bon, alors répondez, monsieur Hollande. Je vais répondre d'abord pour nous. Pour nous, il n'y a pas de problème, puisque les gens des dom-tom sont français exactement comme nous. Donc il n'y a pas de race française. Mais si, il y a une race française. Le droit du sang, c'est pour les gens des dom-tom, c'est ceux qui vivent sur le territoire national. Là. Le droit du sang, c'est sur le droit du territoire. Ça, c'est le droit du sol, monsieur Hollande. Alors, monsieur Hollande, les gens des dom-tom, ils sont de race française ou ils ne le sont pas? Mais nous ne parlons pas de race au Front National. Ah, donc vous n'êtes pas, effectivement... Mais moi, je représente ici le Front National. Donc vous ne parlez pas de France blanche. Mais moi, monsieur, donc je me suis battu et j'ai tué... Vous êtes pour le droit du sol. Vous êtes pour le droit du sol. Moi, je me suis battu sous les ordres du gouvernement socialiste pour aller faire la guerre... Vous êtes pour le droit du sol, monsieur Hollande. Pour aller faire la guerre en Algérie. Vous êtes pour le droit du sol. J'ai tué des Algériens qui étaient contre la France et j'ai été cité à l'ordre de l'armée. Mais voilà, j'ai
été cité à l'ordre de l'armée pour mon action envers la jeunesse musulmane française. Mais maintenant, il faut quand même ramener le problème au fait. Vous représentez ici le Parti socialiste. Bon, alors, vous êtes pour le droit du sol ou pour le droit du sang? Moi, je suis pour le droit au travail aux 2 800 000 Français qui sont au chômage. Voilà. C'est ça le problème. C'est le travail qui manque pour les Français. Un mot de M. Cornillo. Bon, très brièvement, M. Le Guen repart sur l'amalgame classique de la gauche. Nous sommes tous des métis. La France, depuis des siècles, est un pays d'immigration. Certes, mais ce que vous oubliez de dire, M. Le Guen, c'est que depuis des générations, ceux qui viennent en France, que ce soit les Celtes, les Lombards, les Visigoths, tout ce que vous voudrez, tous ces gens-là étaient, mais oui, des membres de la grande famille européenne, de la grande famille blanche. Or, nous assistons maintenant à une invasion planétaire avec des gens de couleur, et cette intégration n'a réussi jamais. Moi, j'ai passé 6 ans aux États-Unis, je connais bien la société multiraciale. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu d'intégration réussie nulle part. Et je vous défie de me citer un seul pays au monde où la société multiraciale fonctionne harmonieusement. C'est la société des ghettos, c'est la société communautaire. Non, mais répondez-moi, citez-moi un seul pays au monde où la société multiraciale fonctionne harmonieusement. Un seul pays. À des personnes qui n'ont pas encore parlé jusqu'à présent. Pour l'égalité D'abord, attendez. D'abord, M. Briand. Les droits et l'égalité. Oui, moi je voudrais simplement répondre à monsieur pour lui dire que j'ai assisté, comme beaucoup d'entre vous ici, j'imagine, à la finale de la Coupe Davis à Lyon, dimanche dernier. Je dois vous dire que j'ai été touché d'entendre ces 8500 personnes chanter la Marseillaise. Ça m'a touché. Mais je n'ai pas été choqué ensuite de voir Noah et ses copains danser la saga Africa. J'ai pas été choqué. J'ai même plutôt trouvé la cohabitation de ces deux chansons belle. Certes, je préfère la Marseillaise. Mais je trouve que ça, l'action de Noah. Attends. Je souhaite simplement souligner que l'action de Monsieur Noah. Attends, chacun son tour. Le Guen, il attendra son tour. Monsieur Le Guen, il attendra son tour. Noah, capitaine de l'équipe de France, je trouve que c'est un formidable exemple d'intégration réussie. Eh bien, moi je suis favorable à cette intégration-là. Batskin. Qui est contre? Batskin. Non mais moi je parlais déjà sur Noah. C'est vrai, je le remercie, c'est grâce à lui qu'on a gagné la Coupe Davis. Il faut le remercier parce qu'il n'a pas joué, c'est notre meilleure chance qu'on gagne. C'est la première chose. Ensuite. Vous êtes le capitaine de la vôtre. Ensuite, je voulais dire sur le racisme. Ma conception du racisme est complètement différente. Pour moi, un raciste, c'est quelqu'un qui va chercher un Africain ou un Maghrébin et pour le faire travailler comme un esclave en France pour 3 000 francs par mois dans un foyer Sonacotra qu'on peut appeler aussi foyer de concentration, qu'on fait travailler comme on fait sur le Burnous. Et après, pour arranger la chose, et la sauce, qu'est-ce qu'on fait? On parle du droit de l'homme, on parle d'intégration, on parle de toutes ces choses-là pour essayer de couvrir le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça pour moi le véritable racisme. Donc vous êtes d'extrême gauche, Baskin? Ah non, moi je suis nationaliste révolutionnaire. C'est-à-dire que je suis ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Bon, voilà. Je voudrais faire parler deux personnes, vous permettez, Monsieur Cornillo, je voudrais faire parler trois personnes même, qui nous écoutent depuis le début. Il y a 2 jeunes. Il y en a un du PNFE, que vous avez amené avec vous. Oui, enfin, on en a un premier rang. Et un jeune cadet du CNC, du Cercle National des Combattants. Je voudrais que vous nous disiez rapidement, tous les deux, ce que vous pensez de ce qui se dit, parce que finalement, s'il y a une... De ce qui se dit ce soir. Oui, ce qui s'est dit là jusqu'à présent. On va pouvoir en parler, ça va être très rapide à mon avis. Alors vous êtes du PNFE, le parti de M. Cornillo. Hein. Voilà. D'abord, je voudrais aider un petit peu notre excusez-moi l'expression, pseudo-spécialiste d'extrême droite, en lui disant que M. Maliarakis n'appartient plus à Troisième Voie, qu'il a été renvoyé par ses militants. Oui, ça c'est des histoires de C'était juste pour qu'il complète ses clichés. Dites-nous comment vous avez entendu les choses. Maintenant, parce que ça, les problèmes... Alors, comment on a entendu les choses? Alors, moi, je suis jeune. Bon, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Oui. Je regarde la société, je me pose des questions. Très bien. À partir de là, j'ai tiré certaines conclusions. Et surtout, je vois mon avenir. Bon, maintenant, la discussion de ce soir, elle était basée sur quoi? Elle était basée, d'une part, sur les années 40. Certes, ça peut être intéressant, mais bon, pendant 2 heures, ça commence à faire long. Et d'autre part, je dirais sur le racisme, mais sans connaître sans avoir la moindre idée de la définition du racisme. C'est-à-dire que pour M. Le Guen, la race, c'est aussi bien les Basques, c'est aussi bien les Normands, et pourquoi pas une autre race, nous pourrions peut-être citer les Parisiens, non? Vous ne croyez pas? Non, ça me semble C'est vous qui définissez les races. Ça me semble un petit peu ridicule. C'est votre idéologie. Replaçons le débat bien où il est. C'est vrai que le racisme, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, le racisme est très important dans le nationalisme, mais aussi, à mon avis, je dirais, dans l'évolution des peuples. Pour bien la comprendre, il faut savoir à quoi correspond une race. Bon, alors le racisme, la race, pour nous,
pour les nationalistes, mais ça doit être la définition que tout le monde doit connaître. C'est avant tout, je dirais, un groupe humain qui se reconnaît dans une même communauté de sang, qui a la même culture, qui a des traditions. Ça exclut qui? Ça exclut qui? Mais ça exclut personne, justement. Le fait d'être assis, c'est de vouloir le développement de tous ces groupes humains, donc de toutes ces races, selon leur évolution naturelle, avec des critères qui leur sont propres, pardon, et je dirais en préservant leur identité. Quand on arrive à des mélanges raciaux, quand on arrive dans une société multiraciale, il ne faut pas être grand clair, il suffit d'ouvrir les yeux, et on s'aperçoit qu'il y a émeute, qu'il y a chômage, qu'il y a haine. Et la fraternité, vous pouvez me dire où est-ce qu'elle est actuellement en France? Vous en trouvez la fraternité dans les émeutes du week-end dernier? Avec les harkis, vous la trouvez la fraternité? Moi, je la trouve pas. Oui. La fraternité, ce serait plutôt, à la limite, aller aider les Algériens dans leur pays, plutôt qu'en les faisant venir dans le nôtre, afin de détruire notre peuple et de détruire ces personnes. Alors, une question de Maître Quentin. Vous voulez poser une question? Oui, une question à ce jeune homme. Je voudrais savoir si, effectivement, le slogan du PNFE auquel il appartient, c'est France debout, blanche toujours. Ah non, c'est pas France debout, blanche toujours, c'est France d'abord, blanche toujours. Pardon, excusez-moi. France d'abord, blanche toujours. Alors, merci, monsieur. Si je peux expliquer rapidement ce slogan, France d'abord, pourquoi? Parce que nous sommes le seul parti actuellement en France, et j'insiste bien là-dessus, qui avons une vision européaniste de la politique à venir. Et la politique à venir, c'est pas la politique de la France, c'est la politique d'une Europe unie et mais blanche toujours, expliquez-nous ça. Maintenant, blanche toujours, pourquoi? C'est pour définir que nous sommes avant tout des gens qui se préoccupons d'une communauté de sang et qui refusons une société. Alors ça s'arrête où le blanc? Attendez. Maintenant, je voudrais qu'on pose... Le blanc, écoutez, ne soyez pas ridicule, le blanc, vous savez très bien de quoi on parle des Européens. Et l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, pas l'Europe, pas la CE, pas les marchands de tapis, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. On s'arrête vous permettez, monsieur Hollande, que j'interroge votre cadet? Ça veut dire qu'ils ne font pas de politique. Non, attendez, je voudrais savoir ce que... Monsieur, vous savez quoi votre prénom? Laurent. Laurent, je voudrais savoir, avec l'autorisation de monsieur Hollande, je voudrais savoir ce que vous... Oui, non, c'est leur patron. Simplement. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. S'il vous plaît, on finira ça tout à l'heure après l'émission. Je voudrais écouter Laurent. Je voudrais écouter Laurent, cadet du CNC, Cercle National des Combattants. Je voudrais savoir ce que vous avez compris de ce qui s'est dit ce soir ou ce que vous n'avez pas compris. Il n'y a rien que je n'ai pas compris ou que j'ai compris. Je voulais tout simplement dire que notre mouvement, il est strictement sportif et patriotique et qu'on ne fait pas de politique. Mais bon, alors, est-ce que je peux vous demander malgré tout si vous avez trouvé que ce qui a été dit a un sens ou si ça vous paraît dépassé, si c'est un truc de vieux, si c'est un truc... C'est quoi? Vous écoutez quand même, vous avez écouté. Oui. Je vous demande pas de vous engager, hein, c'est pas un piège. Hein. Pas du tout engagement. Bon. Vous posez une question? Oui. Parce que en tant que sportif, politiquement vous en faites pas. En tant que sportif, qu'est-ce que vous pensez de... Ne vous interdit rien, monsieur. On a demandé, non, pas d'interdiction. Vous n'avez pas de micro, alors. Non, mais je ne pose pas de questions. Non, mais qu'est-ce qu'il pense de la victoire de Noah? Attendez. Qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Noah? Ça, c'est sportif, vous êtes sportif. Je suis content de la victoire de Noah. Attendez, répondez, Laurent. Répondez, Laurent. Non, j'ai rien promis du tout, monsieur. Alors, Laurent. Pour la victoire de Noah, c'est très bien pour la France, mais je ne vois pas le rapport avec... Bon, alors d'accord. Alors la question était tendancieuse, vous y avez répondu. Alors j'ai un autre invité. Alors lui, il est à l'autre bout de l'échiquier. C'est monsieur de la Mazière. Monsieur de la Mazière, vous avez été, vous, engagé dans les Waffen-SS en 1944. Donc vous avez vécu ce militantisme dans la mouvance nazie, etc. etc. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez, quand vous entendez ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les idées qui sont émises ont un rapport quelconque avec celles que vous avez pu vous-même avoir à cette époque-là? Ce que j'ai entendu ce soir me permet simplement de dire qu'il y a une telle confusion dans tout ce que l'on dit. Et l'utilisation de certains faits qui souvent sont historiques mais complètement modifiés, ça me semble tout à fait irréel et surréaliste ce que j'entends ce soir. Totalement. Oui, d'abord nous sommes une référence qui va faire bondir certains parce que nous sommes une référence vivante pour ceux qui restent de ce qui a été vécu d'un côté ou de l'autre. Alors, je dois dire que je ne vois rien, mais rien qui ressemble à ce qu'a été notre aventure, notre engagement et ce que nous avons fait. D'abord parce que ce n'est pas la même époque. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on assiste à un vaste débat qui est pour la prise de pouvoir. Alors on utilise
tous les arguments possibles et imaginables. Beaucoup sont truqués, faux. Je vais me permettre de dire quelque chose. Ça concerne Antenne 2. Briand a dit tout à l'heure, oui, non, mais c'est assez amusant. Briand tout à l'heure a dit, il a été ravi avec ce qui s'était passé pour la Coupe Davis, moi aussi. On a passé un reportage sur Borotra. Et dans ce reportage, qu'a-t-on dit de Borotra, qu'il avait été merveilleux, formidable, etc. Et puis d'un seul coup, on arrive, la Gestapo l'a arrêté et il a été déporté. On a oublié deux choses importantes. Qu'il a été ministre du Maréchal et qu'il est... Ah ben non, mais d'accord. Que voulez-vous que je vous parle d'Eskine? C'est pas... Vous avez un représentant d'Eskine. Je parle de mon époque. Et la deuxième chose, qu'il est président, en effet, toujours en activité pour la mémoire du Maréchal. Je cite simplement cela, c'est qu'on efface pas mal de choses. Monsieur Olindre et Madame Robert-Hioux. Bon, moi, je voudrais, si c'était possible, que l'on revienne sur le débat. La relève faite par le Front National. On parlait de la relève de l'extrême droite, le débat. Non, de pas la relève de l'extrême droite. Nous ne nous battons pas pour faire la relève de l'extrême droite dont nous ne sommes pas. Nous nous battons pour prendre légalement le pouvoir en France. Et je répète ce qui est écrit dans ce journal, ce qui a été dit à la mutualité par les amis de monsieur. Hein, le fonds de commerce de Le Pen s'alimente de la gangrène du chômage, de la pauvreté, de la précarité, de l'échec scolaire. Oui, vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui, d'accord, mais c'est ça, monsieur Bilalian, le problème. Parce que moi, lorsque je suis député à l'Assemblée nationale, je propose l'apprentissage à 14 ans, comme tous les gens du Front National. Et dans le même temps, un socialiste, M. Alain Guesmard, dit la véritable question n'est pas qu'un plus grand nombre de prolétaires aillent à l'université pour y subir un lavage de cerveau et se transformer en nouvelle vague de chiens de garde du patronat, mais de détruire le système universitaire. On est reparti dans encore autre chose. Mais non, monsieur Vidalian, je regrette, c'est ça le problème. Alors pourquoi, mais oui, mais attendez, non, mais pourquoi ça monte? Pourquoi nous montons? Pourquoi nous allons Non, mais attendez, on n'est pas dans un meeting du Front National. Mais je ne suis pas dans un meeting du Front National. Permettez que pour une fois, on parle des réalités du Front National. Vous avez l'occasion de vous exprimer. Bon, non, mais on l'aura peut-être d'autres fois. Oui, il y a eu un débat sur l'intégration la semaine dernière. Le Parisien de cette semaine. Réinsertion aidée. Des mesures existent pour les étrangers dont l'autorisation de séjour a été refusée. Le gouvernement français offre à tous les étrangers dont le séjour en France a été refusé et qui ont été invités à quitter le territoire une aide à la réinsertion dans leur pays. Bon, ça n'est pas fini. Voilà une lettre de la protection. Une lettre pour moi, c'est fini. Madame Robert-Hioux, je voudrais que... Alors, la vérité fait peur. Non, pas du tout. Mais c'est ça, la vérité. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. C'est ça, la vérité. Madame Robert-Hioux. La Ligue des droits de l'homme ne vise pas la conquête du pouvoir, même si elle n'est pas indifférente au problème de savoir qui occupe le pouvoir. Mais notre objectif n'est pas de le conquérir. Par ailleurs, nous savons parfaitement que la crise sociale, que le chômage en effet, alimente un mécontentement profond, légitime, justifié, et qu'une partie de ce mécontentement se porte vers le Front National, sans que nous ayons l'ombre d'une preuve d'ailleurs que celui-ci est susceptible de dépasser les 12-14% qu'il a obtenus au moment de l'élection de la présidence de la République de 1988. Mais sur le fond, ce qui a fait l'objet de ce débat, qui était quand même le point de savoir, me semble-t-il, si vraiment l'avenir de la France, c'est l'avenir d'une France blanche, si l'avenir de la France est l'avenir d'une France racialement pure. Hein. Alors, je dirais qu'il n'existe pas de race dans le monde aujourd'hui. Il n'existe nulle part dans le monde, de l'avis de tous les biologistes. Je ne suis pas biologiste. Excusez-moi. Il n'existe aucune race pure. Par conséquent, ce n'est pas au nom du droit du sang, ce n'est pas au nom de la France blanche que peuvent être conduits les combats que nous avons à conduire pour les droits. Un mot encore, et face au différentialisme qui est promu par toute une série de mouvements, notre réponse à nous, c'est l'égalité des droits pour les hommes de toutes couleurs, pour les enfants. Bien, on va en rester là. Malheureusement, ce débat, je l'ai voulu. Je suis un peu déçu par le résultat. Mais après tout, il fallait le tenter, je ne regrette pas du tout. Merci Bilalian pour l'arnaque. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je n'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire, malheureusement. Mais je pense que c'était important. Après tout, même la confusion fait partie du débat.
Et il était, je crois, important d'essayer de le tenter tout au moins. Bonsoir, à la semaine prochaine. Bonsoir.